Très bien. Alors, aujourd'hui, on va finir le cours de la physiologie bactérienne. Si vous vous rappelez, on avait commencé hier tout ce qui est test biochimique, l'identification des bactéries. Donc, on s'était arrêté à la détection d'utilisation du nitrate. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va finir le cours et on va commencer le cours de génétique. Bon, on est un peu décalé, mais bon, c'est pas grave. On va commencer le cours de génétique, qui est aussi un très grand cours, il fait 2 séances. Donc, on va le commencer aujourd'hui. Alors, hier, on avait parlé de la physiologie bactérienne. On avait entamé les différentes techniques et les différents tests biochimiques d'identification des bactéries. Ok, on avait vu par exemple pour la détection du métabolisme respiratoire, on avait vu les tests de l'oxydase, oxydase, de la catalase avec de l'eau oxygénée, du nitrate réductase avec le test SAMOT. Donc aujourd'hui, on va continuer faire la ref. Quatrièmement, le cinquièmement, comment on va détecter l'utilisation du citrate comme seule source de carbone. Alors, pourquoi déjà je vais faire le test? Tout simplement parce que le citrate c'est un produit qui ne peut être dégradé que chez des bactéries qui possèdent un cycle de Krebs. Si vous vous rappelez, le citrate est un des produits chimiques qui rentre dans le cycle de Krebs. Ça veut dire comme cycle de Krebs. Encore une fois, c'est pas à apprendre. Vous devez apprendre le principe. Donc, le citrate, il fait partie du cycle de Krebs. Donc, automatiquement, si une bactérie, elle arrive à utiliser du citrate, si vous lui donnez du citrate et qu'elle l'utilise, ça veut dire qu'elle a un cycle de Krebs. Donc, automatiquement, c'est quel type de respiration, pardon, c'est quel type de métabolisme énergétique? C'est de la respiration. Alors, je répète, hier, on avait parlé des bactéries à métabolisme respiratoire et à métabolisme fermentaire. On avait dit, les bactéries à métabolisme respiratoire, c'est les bactéries qui ont un cycle de Krebs, mais après, aérobie ou anaérobie, ça va dépendre de leur chaîne respiratoire, ok? Ensuite, on avait dit les bactéries à métabolisme fermentaire, c'est donc les bactéries qui font de la fermentation alcoolique, de la fermentation acide, etc. Et donc, ça, c'est un autre problème. Donc, هذا le test. Si je donne à une bactérie du citrate et elle l'utilise, c'est-à-dire elle a un cycle de Krebs, c'est un métabolisme respiratoire. Maintenant, comment je fais? Je vais mettre ça en évidence. Je vais utiliser un milieu qu'on appelle le citrate de Simons. C'est quoi? C'est hada le tube que vous voyez qui est verdâtre à l'état, enfin, à l'origine, il est verdâtre. Pourquoi il est verdâtre? Tout simplement, encore une fois, on va lui mettre un indicateur coloré. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hada le type de citrate de Simons, il est tout simplement composé de citrate comme seule source de carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre ni du glucose, ni des peptones, ni des protéines, rien du tout. Je vais mettre que du citrate parce que je veux savoir est-ce que ma bactérie, elle va l'utiliser ou pas. Si je mets en même temps du glucose dans le milieu, la bactérie, elle va partir vers le glucose ou ça va me fausser ma réaction. Donc, j'utilise Hada le tube et je vais l'ensemencer. Si la bactérie que j'ai ensemencée utilise du citrate, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, comme vous le voyez fait de la photo, il va y avoir une alcalinisation du milieu et un virage coloré vers le bleu. Donc, si j'ai un tube qui va virer après 24 heures après ensemencement vers la couleur bleuâtre, parce que tout simplement à cause de l'indicateur coloré, je vais dire que la bactérie a utilisé le citrate. Si au contraire, il ne vire pas, c'est-à-dire que la bactérie n'a pas utilisé le citrate, ça veut dire qu'elle n'a pas de cycle de Krebs, ça veut dire que c'est une bactérie à métabolisme fermentaire. Voilà. Donc, quand vous le voyez, faire de la photo à droite, non seulement le tube il a viré de couleur, mais en même temps, vous voyez qu'il y a une culture qui a poussé à la surface du tube. Voilà, donc c'est positif. Dès le moment où vous avez une bactérie, des colonies qui poussent,
Ça veut dire que la bactérie a utilisé la source énergétique que vous lui avez mis le milieu. Donc, elle a un cycle de Krebs. Voilà. Maintenant, étude pratique du métabolisme glucidique. Alors, هذا على الصباح زعما ما حطيته لكم. Mais bon. Alors, étude de la dégradation des sucres. Premièrement, étude de la dégradation des sucres. Trois types de milieux peuvent être utilisés pour le test. Alors, soit vous avez des milieux glucidiques, lipidiques simples. Ça veut dire quoi? Que je vais utiliser de l'eau peptonée plus du sucre plus un indicateur de pH. Alors, pourquoi je vais faire ça? Par exemple, là, vous allez voir ça en TP. Par exemple, là, je veux savoir, j'ai une famille d'entérobactéries, quand même c'est la même famille. Elles vont différer que par l'utilisation ou pas de tel ou tel sucre. Comment je vais mettre ça en évidence? Je prends de l'eau, je rajoute le sucre que je suis en train de tester, par exemple du saccharose. Est-ce que la bactérie utilise oui ou non du saccharose? Mais هكذا بعينيا macroscopiquement, je ne vais pas voir est-ce que la bactérie elle va bouffer avec le saccharose ou pas. Donc, je vais rajouter un indicateur coloré, un indicateur de pH qui va virer. Enfin, je peux choisir les indicateurs de pH, je peux choisir vraiment tout ce que je veux, hein. N'importe quel indicateur de pH. Bien sûr, il doit être connu comme enfin, il doit avoir une innocuité vis-à-vis des bactéries. ماشي juste صاروا un indicateur coloré il a un petit rôle antiseptique ou inhibiteur ou là. Donc, automatiquement, je vais avoir un virage de couleur et il va se traduire par un changement de couleur. Alors maintenant, les milieux glucidiques gélosés simples, c'est au lieu d'avoir, contrairement au précédent, qui était liquide, ils vont être solides. Gélose plus sucre plus indicateur de pH. Donc, exemple mannitol mobilité. Maintenant, j'utilise des milieux. Vous avez aussi les milieux gélosés glucidiques complexes, ce qu'on appelle les TS. Alors, dans les milieux complexes, pourquoi on dit qu'ils sont complexes? Parce que tout simplement, vous pouvez lire sur chaque tube jusqu'à 5 paramètres. Tout à l'heure, je vous avais dit avec eau plus glucose ou n'importe quel sucre plus indicateur coloré, vous ne pouvez lire qu'un seul paramètre fixe. Mais les milieux gélosés glucidiques complexes, vous allez lire 5 paramètres qui sont le glucose, le lactose, le saccharose et la production de H2S et la production de gaz. Alors, on va commencer par le premier tube là à gauche. هذا le milieu TSI. Alors, هذا, il est vraiment très utilisé en bactériologie parce qu'il aide. Au lieu, ça vous remplace, si vous voulez, 4 ou 5 tubes pour identifier une bactérie. Alors, le premier tube, c'est le milieu non ensemencé. هذا à gauche, le C. C'est le contrôle, si vous voulez. Donc, le TSI, à l'origine, il de la couleur. C'est un peu un rouge orangé. OK. La première bactérie, comme vous le voyez, alors, si vous avez quelque chose à noter, notez ce que je suis en train de dire. Alors, dans un tube TSI, dans le culot, vous savez c'est quoi le culot et c'est quoi une pente. Alors, le culot, c'est un tube. Vous allez lire le paramètre glucose et la pente, vous allez lire les paramètres lactose et saccharose. Par exemple, je prends le tube numéro 2. Alors, on a dit à l'origine, le milieu, il est d'une couleur orange foncé et rougeâtre. Bref, s'il change de couleur, ça veut dire utilisation de avec le sucre. OK. Donc, le deuxième tube, comme vous le voyez, le culot, il est de couleur jaunâtre. Ça veut dire que cette bactérie, elle est glucose positive. Par contre, la pente, elle est rouge. Donc, c'est lactose, saccharose. On interprète avec lactose, saccharose négatif. On ne peut pas faire la différence entre les deux. Je ne peux pas dire lactose et saccharose ou non, c'est lactose et saccharose négatif. On ne peut pas faire la différence. Non, du moins le TSI. Le troisième tube, comme tu vois avec la coloration noirâtre, c'est la production d'H2S qui donne le précipité noirâtre le tube. Donc, le deuxième tube, pas de coloration noirâtre, pardon. Donc, c'est H2S négatif. Le troisième tube, H2S positif. Maintenant, le cinquième paramètre, c'est la production de gaz. Là, comme tu vois, les tubes 4 et 4A, que la gélose, elle est décollée, mais ben, c'est ça la production de gaz. C'est avec la bactérie, lors de sa multiplication, tellement elle va produire du gaz
que la gélose, elle va se décoller du tube. Parfois, vous pouvez avoir soit le décollement au fond du tube, soit carrément des bulles à l'intérieur des géloses. Donc, c'est gaz positif. Alors, je recommence. Premier tube. Alors, le culot, là, il n'a pas changé de couleur. Donc, glucose négatif. Lactose saccharose négatif, parce que la pente est rouge. Production de H2S négatif, parce qu'il n'y a pas de précipité noirâtre. Et production de gaz, ma cache. Ok. Deuxième tube. Le culot, il est jaune. Donc, glucose positif. Le lactose saccharose, ils sont négatifs parce que la pente, elle est rouge. Il n'y a pas de coloration noire, donc H2S négatif. Il n'y a pas de production de gaz, donc gaz négatif. Troisième tube. Bon, d'habitude, en présentiel, c'est les étudiants qui les lisent, mais bon. Alors, troisième tube. On a le culot. Là, j'arrive à voir, on est bien d'accord. Le glucose, là, vous n'arrivez pas à le lire. Est-ce qu'il est jaune? Est-ce qu'il est rouge? On ne sait pas. Donc, là, j'interprète pas. Mais, je vous le dis entre parenthèses. S'il y a production de H2S, ça veut dire que la bactérie a réussi à se multiplier. Donc, automatiquement, normalement, il y a du glucosano. Mais bon, on va dire le glucose, on va pas le lire. La pente, هنا راهي تبان شوية rouge. هنا هي وظهركم. Parfois, vous avez des tubes qui deviennent complètement noirs et vous n'arrivez même pas à lire la pente qui a le lactose saccharose. Et parfois, maintenant, vous arrivez à le lire. Donc, هنا lactose saccharose négatif. H2S positif. Gaz, il n'y a pas de production de gaz, c'est négatif. Le quatrième tube, donc, maintenant, c'est le culot, il est positif, donc glucose positif. Lactose saccharose négatif. H2S négatif, il n'y a pas de précipité noirâtre. Et production de gaz positif. Le 4A. Alors, c'est des cas particuliers. Comme tu vois, la pente, le lactose saccharose, elle est un peu rougeâtre. Mais c'est ce qu'on appelle des lactoses tardifs, des lacs tardifs. C'est des bactéries, tout simplement, quand la pente, elle va devenir jaune. Mais bon, c'est pas... bref, c'est pas votre problème. Maintenant, le cinquième tube. Le culot, on n'arrive pas à le lire, mais normalement glucose positif. La pente, lactose saccharose. Alors pourquoi je dis non? Normalement glucose positif. Parce que impossible, une bactérie, elle arrive à utiliser du lactose et du saccharose, qui sont des sucres très complexes, et elle n'utilise pas du glucose. Ok, alors la pente, lactose saccharose positif, et enfin H2S positif et gaz négatif. Alors, est-ce que vous avez compris les TSI? Comment lire un TSI? On va dire que oui. Allez. Ah, le tube 4. Ok. Alors, je répète. Les TSI, ce sont des milieux gélosés glucidiques, ce qu'on appelle complexes. Ça veut dire quoi complexe? Ça veut dire qu'on va pouvoir lire jusqu'à 5 caractères par tube. C'est quoi les caractères? Vous avez le glucose, lactose, saccharose, production de H2S et production de gaz. Alors, fada le tube, le culot, je vais lire s'il y a un virage de couleur, je vais lire le paramètre de glucose. La pente, je vais lire les paramètres lactose et saccharose. Alors, par exemple, je reprends le tube numéro 4. Le tube numéro 4, comme vous le voyez, le culot, la fin du tube, elle est de coloration jaune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bactérie a utilisé le glucose, parce qu'on a dit, on lit le paramètre glucose, flux culot. Par contre, la pente, mais plutôt, et aussi, la pente, elle est de coloration jaunâtre aussi, c'est-à-dire elle a viré de couleur. On a dit le tube à l'origine, il est rouge. Donc là, elle a vraiment viré de couleur. Donc, c'est une bactérie lactose saccharose positive.
H2S, il n'y a pas de précipité noirâtre parce que on a dit la production de H2S, si vous vous rappelez les TP de chimie, on avait beaucoup de réactions, enfin il y avait production de H2S. Et vous aviez dit que le précipité noirâtre qui sont super mauvais. Si vous vous rappelez des chimies, je pense les TP de chimie organique ou la chimie générale. Bref, si ma mémoire est bonne. Bref, donc avec le précipité noirâtre, comment il va se voir le tube? C'est la couleur noire. Donc le tube 4, non, il n'y a pas de coloration noire. Donc la bactérie H2S négatif. Le culot, oui, il est décollé. Mais comme je vous l'ai dit, la production de gaz, c'est pas obligatoire que le culot soit décollé. Ça, vous pouvez avoir soit un culot décollé parce que production de gaz, d'accord? Soit vous allez avoir des bulles à l'intérieur de la gélose parce que certaines bactéries, au cours de leur réplication, elles vont produire beaucoup de gaz. Comment ça va se voir, elle dit macroscopiquement? La production de gaz, c'est soit le décollement de la gélose, carrément le culot, comme le tube. En fait, comme la gélose qui est dans le tube, c'est là. Chez les bactéries vraiment qu'on appelle très gazogènes. Des fois, carrément, ils offrent le bouchon du tube. Tellement il y a vraiment beaucoup de production de gaz. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit laisser un peu le tube ouvert lors de l'incubation de 24 heures. Soit vous allez avoir des bulles de gaz à l'intérieur de la gélose et c'est ça, gaz positif. Est-ce que vous avez compris? Alors, vous inquiétez pas, les TSI, vous allez les voir en TP. Heureusement, ça va, au moins on a ça. Donc, vous allez voir les TP. On va essayer de faire beaucoup de types de bactéries pour voir quel les types. Et je vais essayer de vous réexpliquer TP. Si vous n'avez pas compris, d'ici là. Voilà, parce que les TP, normalement, c'est en février. Alors, recherche la bêta-galactosidase. La bêta-galactosidase, c'est une enzyme qui dégrade le lactose en glucose et galactose. D'accord? Certaines bactéries, elles l'ont. Alors, si vous vous rappelez, le dernier cours, je vous avais dit, lors de sa réplication, avec le schéma de réplication, une bactérie, lorsqu'elle rencontre un substrat énergétique, au début, elle va tchouffer haïda, elle va se dire, haïda, comment je vais le dégrader? Mais, hadi, théoriquement. Mais en pratique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à synthétiser l'enzyme qui va dégrader avec le sucre. Donc, si une bactérie, elle va rencontrer du lactose, elle va devoir synthétiser, et qu'elle utilise bien sûr le lactose, elle va devoir synthétiser l'enzyme qui est la galactosidase, qui dégrade le lactose en glucose et en galactose. Et après, elle va pouvoir utiliser le glucose بوحده, le galactose بوحده. Maintenant, en pratique, comment je vais voir ça? Le test consiste à mettre en contact la bactérie avec un analogue structural du lactose, qui est l'ONPG, l'orthonitrophénylgalactoside. Alors, c'est quoi l'orthonitrophénylgalactoside? C'est tout simplement c'est un analogue du lactose sur lequel va réagir l'enzyme de la bactérie. Lorsqu'elle va réagir dessus, elle va détacher l'orthonitrophényle et le galactose, parce qu'on a dit c'est de l'orthonitrophénylgalactoside. Ok? L'enzyme, la galactosidase, lorsqu'elle va réagir sur le produit, pardon, le galactose. Lorsqu'elle va le détacher, l'orthonitrophényle, il a une coloration jaune. Donc, je vais avoir un milieu, avec le milieu dans lequel c'est incubé, je vais avoir une coloration qui est jaunâtre. Troisièmement, le métabolisme protidique. On a vu métabolisme énergétique, on a vu métabolisme glucidique, maintenant métabolisme protidique. Alors, des petits rappels. Les protéines, elles sont dégradées en polypeptides, qui sont dégradés en acides aminés. C'est un rappel général si vous voulez. Les acides aminés, vous pouvez avoir soit des acides aminés soufrés, vous avez les acides aminés de type tryptophane, ornithine, arginine, lysine. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, on va voir ça, c'est les trucs qu'on va rechercher chez une bactérie. Alors, dégradation des acides aminés soufrés. Lorsque j'ai un acide aminé soufré et qu'une bactérie, elle a une enzyme de type désulfidrase, elle va dégrader l'acide aminé soufré
en RNH2, ça a l'acide aminé, enfin une base, un truc basique, plus H2S. Alors maintenant, je reviens à l'exemple de tout à l'heure qui était le TSI. Si vous vous rappelez, avec le précipité noir. Le précipité noir, quand on dit en pratique, c'est H2S positif. Ça veut dire quoi H2S positif? Ça veut dire que la bactérie, elle a l'enzyme qui est la désulfidrase. En pratique, la désulfidrase, c'est un peu lourd à dire. Donc on dit H2S positif, c'est-à-dire productrice de H2S positif. Ça veut dire en d'autres termes quoi? C'est-à-dire que la bactérie qui a l'enzyme, si vous la mettez en contact avec un acide aminé soufré, elle va vous produire du H2S. Ça veut dire elle a la capacité d'utiliser des acides aminés soufrés pour son métabolisme, comme source d'énergie, bien sûr, parce que sinon ça sert à rien. Là, en pratique, comment on peut voir ça macroscopiquement? C'est on va rechercher l'H2S qui a été libéré au cours de la réaction, en rajoutant dans notre milieu de culture des sels de métaux lourds qui vont précipiter avec le H2S et vont nous donner avec la coloration noire qu'on a vue tout à l'heure. Donc je recommence. Certaines bactéries, elles ont la capacité de dégrader des acides aminés soufrés. Donc, les acides aminés soufrés, pourquoi elle va les dégrader? Bien sûr, pour avoir de l'énergie, qu'on est bien d'accord. Ok. Pour les dégrader, elle les dégrade. Elle doit avoir une enzyme compatible, entre guillemets. Compatible, ça veut dire qu'elle a la capacité de dégrader le type d'acides aminés qui sont soufrés. Lorsqu'elle les dégrade, la désulfidrase, elle va les dégrader en RNH2, n'importe quoi, avec l'acide aminé, plus H2S. L'H2S, macroscopiquement, il n'a aucune couleur. Ça, H2S, il n'a aucune couleur. Pour le mettre en évidence, encore une fois, si vous vous rappelez les TP de chimie, je ne sais pas si vous en avez fait, là on en avait fait. Pour le mettre en évidence à le H2S, le milieu de culture lorsque je l'ai préparé, j'ai rajouté des sels de métaux lourds. Comme avec TSI, le tube de tout à l'heure, les fécules ou je sais pas quoi, fait des sels de métaux lourds à l'intérieur. Si la bactérie, elle dégrade des acides aminés soufrés, il y aura production de H2S. Avec l'H2S, il va précipiter avec des sels de métaux lourds et vous allez avoir la coloration noire. Et là, on va dire que c'est une bactérie H2S positive. Bien sûr, ça va nous servir à identifier la bactérie parce que vous n'avez pas beaucoup de bactéries qui sont H2S positives. Alors, deuxièmement, recherche de l'uréase, tryptophanase et tryptophane des aminases. Alors, là, ce qui va suivre, c'est vraiment des réactions chimiques, d'accord? Et à chaque fois, on va dire tel truc, urée plus, urée moins, etc. Donc, dégradation de l'urée. Lorsqu'une bactérie, elle a une enzyme de type uréase, on va avoir une dégradation de l'urée en NH3 plus CO2, ce qui va se traduire dans un milieu à l'urée. Si j'ensemence une bactérie dans de l'urée, je vais avoir tout simplement, en présence de l'indicateur coloré, un changement de couleur. Ça va vous donner de la couleur qui est rose. Voilà. Donc, bon, je sais qu'il y a beaucoup de réactions, etc., mais ça, c'est très joli à voir en TP. Hein. Là, en théorie, je sais que c'est très moche, mais en pratique, c'est pas mal à voir en pratique. Alors, deuxièmement, si la bactérie, elle a une tryptophanase, il y a une production d'indole. Comment je vais mettre en évidence celle en rajoutant du réactif de Covax à ma réaction. Et je vais avoir l'anneau rouge. S'il y a une apparition de l'anneau rouge, on dit que la bactérie, elle est indole positive. OK? Maintenant, tryptophane des aminases, encore une fois, c'est tout simplement une réaction chimique où vous allez avoir un virage de couleur, le précipité marron orangé ou pas. Donc, je sais que ça vous fait beaucoup, mais en pratique, vous allez voir ce qu'on appelle une galerie biochimique. Une galerie biochimique, ça veut dire que pour chaque bactérie, on va tester les tests qu'on vient de voir. Donc, comment on va voir ça? On va avoir pour chaque bactérie un portoir complet avec un tube de chaque milieu de culture. J'ensemence, j'incube pendant 24 heures et le lendemain, je vais lire le virage de couleur. Mais vraiment, hein, Hada rose, ça veut dire urée plus. Hada anneau rouge, ça veut dire indole plus, etc., etc. À la bien, je vous ai dit, les réactions biochimiques, vous ne retenez pas. Donc, les enzymes, vous ne les retenez pas. Maintenant, je vous demande de retenir le principe. Quand je vous dis milieu à l'urée, il a viré au rose, ça veut dire quoi? Urée plus, urée moins, etc. Alors maintenant, les décarboxylases.
Les décarboxylases, c'est quoi? Ce sont tout simplement les enzymes qui vont dégrader l'ornithine, la lysine et l'arginine. Pourquoi on a choisi les trois types d'acides aminés? Parce que tout simplement, chez les entérobactéries, ces trois acides aminés suffisent pour identifier beaucoup de bactéries. Parce que vous en avez des tonnes des acides aminés, où les bactéries, elles les dégradent, enfin, كل وحدة comment elles dégradent. Mais grâce à les trois, on a trouvé qu'il y avait assez de discordance, si vous voulez, entre les bactéries, l'utilisation de ces trois acides aminés pour nous permettre de les identifier. Alors, la recherche des décarboxylases, elle se fait sur milieu de molaire Falco, qui a de la coloration. Ok. Un milieu liquide, le milieu, c'est quoi? C'est un milieu liquide contenant du glucose à très faible concentration auquel je vais rajouter l'acide aminé étudié. Comme vous le voyez, il y a trois tubes, LDC, ODC et ADH. Alors, LDC, c'est là qui contient de la lysine. Le ODC, c'est ornithine. DC, c'est décarboxylase. ADH, c'est l'arginine. Alors, ça veut dire quoi? Pour chaque réaction que je fais pour identifier une bactérie, je vais utiliser les trois tubes, obligatoirement. Donc, un tube où je détecte l'utilisation de la lysine, un tube pour l'ornithine, un tube pour l'arginine. Les trois tubes, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ah, alors pourquoi les trois acides aminés? Je répète. Pourquoi on a choisi l'arginine, la lysine et l'ornithine? Alors, si vous vous rappelez, en biochimie, les acides aminés, il y en a vraiment des tonnes. D'accord? Il y en a beaucoup. En pratique, bon, ماشي حنا, bien sûr, c'est les ulama تاعهم. En pratique, ils ont trouvé que on peut pas tester tous les acides aminés. C'est pas possible. Parce que si vous vous amusez à les tester tous, ça va vous faire des tonnes, je sais pas moi, 100 tubes, ou je sais pas combien de tubes à identifier, enfin, à ensemencer, à lire, à incuber, etc. Là, c'est pas possible. Moi, ils ont choisi les trois acides aminés parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait assez de discordance chez les bactéries, et surtout, on les utilise pour l'identification des entérobactéries. Il y a assez de discordance, bien sûr, en utilisant aussi les autres paramètres biochimiques qu'on a vus précédemment pour identifier telle ou telle bactérie. Par exemple, je vais prendre, je dis n'importe quoi, Yersinia, je sais pas quoi, c'est une entérobactérie. Yersinia enterocolitica, c'est une bactérie qui est ADH+, alors que Yersinia pestis, elle est ODC-, ou la ODC+. Donc, ça va me permettre de faire la différence entre différentes bactéries. Et j'utilise que les trois acides aminés. Alors, le milieu de Müller-Falco, je répète, واسم fait du glucose à très faible concentration et l'acide aminé que je suis en train d'étudier. Vous avez un tube fait la lysine, un tube fait l'arginine et un tube fait l'ornithine. Et un indicateur coloré qui est le pourpre de bromocrésol. Alors, le pourpre de bromocrésol, si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, la bactérie, on a utilisé, je pense, les types d'indicateurs colorés. Parce que tout simplement, pour un peu varier. Mais ils ont tous le même principe. Donc, le pourpre de bromocrésol, il est jaune en milieu acide et il est pourpre en milieu basique. D'accord? Alors, lorsque j'ensemence le milieu de tabac, alors toujours j'utilise les trois tubes et je rajoute un tube qui est ce qu'on appelle un tube témoin. Avec le tube témoin fait que du glucose. Et je vais ensemencer les quatre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais expliquer ça? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On dit avec le tube témoin qui ne fait que du glucose, ne fait aucun acide aminé. Alors, obligatoirement, je suis obligée d'ensemencer un tube témoin parce que tout simplement, pour confirmer ma manipulation, si vous voulez, pour être sûr que j'ai bien ensemencé tous mes tubes. Parce que vous allez voir ça si vous faites votre internat en microbio ou là, dans n'importe quel mahol. Des fois, lorsque vous êtes en train de travailler, واحد يجي يهضر معاك, واحد يجي يسقسيك, واحد يجي يشفط لك هذيك la micropipette ou la pipette Pasteur ou là, alors, enfin, si vous avez juste un petit moment d'inattention, de ne pas ensemencer le tube ou là, ne pas prendre assez de bactéries, surtout en bactériaux. En bactériaux, si vous ratez votre colonie, il y a même le. Donc, j'ensemence toujours mon tube, un tube témoin, plus mes trois tubes qui contiennent les différents acides aminés. Je mets dessus de la vaseline. La vaseline, tout simplement, c'est juste
pour un peu isoler le milieu extérieur et j'incube à 24 heures. Alors, fait donc les 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que chaque tube fait une petite quantité de glucose. D'accord? Même le tube témoin. Le tube témoin fait que de glucose et l'indicateur coloré. Fait que si je regarde un tabouret devant les tubes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, premièrement, les bactéries ont le choix entre du glucose et un acide aminé. Elles vont partir où? Je vous ai dit hier, une bactérie, elle choisira toujours le produit le plus simple. Yak. Donc, automatiquement, elle va commencer par le glucose, qui est le sucre le plus basique pour elle. Donc, elle va commencer à utiliser avec le glucose, si vous voulez, sa survie. Elle va utiliser avec le glucose qui est présent en très faible quantité. Qu'est-ce qui va se passer avec le pourpre de bromocrésol, le milieu qui était violet au début, il va devenir jaune. Parce qu'avec l'utilisation du glucose, il va y avoir une acidification du milieu et il va y avoir un virage de la couleur. Ça. Jusque-là, la bactérie, elle a utilisé que du glucose. Bon. Maintenant, qui la bactérie, le glucose, elle va se retrouver avec les acides aminés. Si la bactérie, elle a la capacité de dégrader tel ou tel acide aminé, on va prendre, je sais pas, l'arginine, allez, l'ADH, le tube de l'ADH. La bactérie, elle est capable de dégrader l'ADH. Donc, il y a on est bien d'accord. Qu'est-ce que le glucose, le tube, enfin, les acides aminés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire la décarboxylase et elle va dégrader l'acide aminé pour en retirer de l'énergie. Si elle dégrade de l'acide aminé, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une alcalinisation du milieu. Donc, fin de la nuit d'incubation, le tube, au début, il était violet. Après l'utilisation du glucose, il va devenir jaune. Si la bactérie utilise l'acide aminé, il va y avoir une alcalinisation du milieu. Le tube, il est violet. Et c'est pour ça que le tube témoin, il est très important. Parce que imaginez, vous trouvez vos 3 tubes qui sont violets. Alors, non, soit la bactérie que vous avez ensemencée, elle a utilisé le glucose, acidifié le milieu aoud, elle a alcalinisé le milieu aoud ou l'a violet. Soit, on a dit que le tube, à l'origine, il est violet. Soit vous avez mal ensemencé votre prélèvement. Enfin, vous avez mal ensemencé vos tubes. Et il ne s'est rien passé à l'intérieur du tube. Donc, au lieu, vous pourriez mettre un tabouret ou la bactérie si elle va utiliser le glucose et il va y avoir un virage jaune. Vous pourriez faire ça. On va faire un tube témoin. Avec le tube témoin, il fait que du glucose. Vous êtes obligé de jaune. Parce que tout simplement, vous allez retrouver, enfin, ça veut dire que vous avez ensemencé vos tubes. Si le tube témoin, il est jaune, parce qu'on a dit le jaune, parce qu'on a mis que le glucose. La bactérie, elle a utilisé le glucose, il n'y a rien d'autre le tube, donc le milieu, il est jaune. Ça veut dire si je trouve mon témoin qui est jaune et les 3 autres tubes qui sont violets, il n'y a pas de problème. J'ai ensemencé mon tube. Donc les 3 tubes, il y a eu acidification du milieu par utilisation du glucose, utilisation de l'acide aminé ou violet, donc pas de souci, c'est bon. Et à partir de là, je vais interpréter jaune, c'est négatif, violet, c'est positif. Voilà. Alors, quatrièmement, on va avancer, métabolisme lipidique. Premièrement, pour finir surtout, la recherche de la lipase. Alors, la lipase, c'est quoi? C'est une enzyme qui hydrolyse les acides gras à longue chaîne carbonés en acides gras simples. Je ne vous apprends rien. La mise en évidence de cette enzyme se fait par la technique de Sierra. C'est quoi la technique de Sierra? C'est tout simplement, je vais utiliser un milieu qui est gélosé et qui contient du tuile, qui est un acide gras, et du CaCl2. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si la bactérie TAI, elle a une lipase, qu'est-ce qui va se passer? Elle va hydrolyser avec le twin qui va réagir, l'hydrolysate, il va réagir avec le chlorure de calcium. Et on va avoir des sels calciques insolubles. Et je vais avoir l'aspect. Alors, la photo d'en bas, c'est des colonies. Parce que comment je vais faire? Je vais ensemencer avec, comme en strie, ce qu'on appelle en strie. Je vais avoir l'aspect, c'est une colonie mjebda si vous voulez. Alors, je vais avoir l'aspect, c'est une colonie qui est nette.
Par contre, si ma bactérie, elle a de lipase, pardon, et qu'elle a utilisé le twin qui est présent dans le milieu, le métabolite avec le twin, il va réagir avec les sels calciques et je vais avoir comme un aspect de sel à l'intérieur de la gélose, qui va être libéré flagellose. Et je vais avoir l'aspect qui est un peu un halo opacifié autour des colonies de Sawai. Donc, bactérie lipase positive. La recherche de lécitinase. Alors, la recherche de lécitinase, la lécithine, vous savez tous qu'elle est présente à l'intérieur du jaune d'œuf. Donc, pour savoir est-ce que ma bactérie utilise de la lécithine, enfin plutôt, oui, est-ce qu'elle a une lécitinase et utilise de la lécithine, je vais ensemencer un milieu à base de jaune d'œuf, jaune d'œuf normal, tu ensemences avec une bactérie. Si le lendemain, la bactérie tsai, elle a une lécitinase et elle va utiliser, pardon, si elle utilise avec la lécithine du jaune d'œuf, il va y avoir un éclaircissement autour de colonies. Si c'est positif, comme vous le voyez sur la photo, s'il y a un éclaircissement autour des colonies, ça veut dire que la bactérie, elle a une lécitinase, elle a dégradé la lécithine, et elle donne l'aspect opaque et jaunâtre au jaune d'œuf. Si elle n'a pas de lécitinase, il n'y aura pas un éclaircissement des colonies. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que Mazel. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais bon. Je vous le répète encore une fois. Les gens qui n'ont pas compris, quand vous relisez le cours, vous pouvez poser des questions. Donc, vous m'envoyez un message ou là, vous me demandez une séance en dehors des séances tawana, je vous réexplique. Il n'y a pas de problème. Hein. Les séances sont quand même bizarres, mais bon. Ok. Alors, on va passer au cours les normalement de aujourd'hui. Donc, génétique bactérienne. Est-ce que vous pouvez répéter la lipase? Bon, c'est pas de ma faute, hein, les messages vous sont en retard. Alors, recherche de la lipase. On a dit, la lipase, c'est une enzyme qui, normalement, elle fait quoi? Elle va hydrolyser les acides gras à longue chaîne carbonée en acides gras simples. D'accord? C'est la fonction normale d'une lipase. Certaines bactéries, elles ont une lipase, qui, moi, elles arrivent à dégrader du glucose, enfin, des sucres, ou là, elles dégradent des protéines. Elles peuvent dégrader des acides gras. D'accord? La mise en évidence de cette enzyme, comment je fais ça en pratique? Parce que ça, elle a ou pas une lipase, c'est bien de la théorie. Comment je mets ça en pratique? Je vais utiliser un milieu qui est le milieu des syrahs, qui est un milieu gélosé contenant du twin. C'est quoi le twin? C'est un acide gras à longue chaîne, tout simplement. Le twin, lorsque je vais ensemencer, le milieu de syrah, il contient du twin avec du chlorure de calcium. Lorsque je vais ensemencer mon milieu avec la bactérie tsai, si la bactérie, elle produit une lipase, si elle produit une lipase, vous avez mis que du twin dans le milieu. Elle est obligée d'utiliser le twin si bien sûr elle a une lipase, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'utiliser un acide gras. Elle va produire sa lipase pour utiliser le métabolite énergétique. Donc, elle va devoir le dégrader. Lorsqu'elle va utiliser sa lipase, la produire, elle va dégrader le twin. L'acide gras qui vont être produits par la dégradation, ils vont réagir avec du CaCl2 qui était produit dans mon milieu de culture. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout simplement devenir insolubles. Les sels qui vont être produits, ils sont insolubles. Ça veut dire que la gélostérie, au début, elle était bien transparente. Lorsque les acides gras vont précipiter avec le CaCl2, vous allez avoir comme un aspect de halo. Vous allez avoir, si vous voulez, un aspect de sel autour des colonies de Sawakum, parce que ça va précipiter. C'est une réaction chimique, si vous voulez, qui va se produire à l'intérieur de la gélose, parce que ma bactérie, elle a dégradé le twin qui est présent dans mon milieu. Comment ça va se voir la réaction macroscopiquement? C'est la présence de sel autour de mes colonies qui va se voir sous forme de halo autour de colonies. Alors que comme tu vois la photo من تحت, c'est bien clair. Le truc blanc, c'est la colonie taille, c'est rien d'extraordinaire. Alors que la photo d'en haut, vous voyez qu'il y a comme des sels SELS, on est bien d'accord. Sels autour de colonies taille.
Mais ça veut dire que ma bactérie euh, a produit de la lipase pour dégrader le tubule. Voilà. C'est bon? Ok. On va passer au cours de génétique bactérienne. Alors, on a vu la physiologie bactérienne, ok. Maintenant, la génétique bactérienne. De quoi est faite la génétique d'une bactérie? Alors, rappel sur la réplication de l'ADN. Pourquoi je fais un rappel? Parce que c'est très important pour la suite. Alors, un brin d'ADN, si vous vous rappelez de votre cours de génétique de deuxième année, il est composé de quoi? Il est composé de bases azotées, c'est ATCG. Lors de la réplication, si vous vous rappelez aussi de ça, vous avez un brin d'ADN sur lequel va venir se fixer l'enzyme qui est là, enfin oui, l'enzyme qui est la primase, qui va entamer, qui va commencer la réplication de l'ADN. Ensuite, vous allez avoir l'ADN polymérase 3 qui va continuer après la primase. Bon, si vous vous rappelez, la primase, elle va synthétiser l'amorce qui est en ARN. Ensuite, il va y avoir une autre enzyme qui va venir dégrader l'amorce d'ARN ou la remplacer par des morceaux d'ADN. Je vous apprends rien. C'est un cours de génétique de deuxième année. Ça, c'est la réplication d'un ADN normal dans une cellule eucaryote. Alors, l'ADN d'une cellule prokaryote. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est exactement de la même composition chimique qu'une cellule eucaryote. C'est exactement la même chose. C'est les mêmes bases azotées, c'est le même couchi. La forme, le mode de réplication, c'est les mêmes enzymes. La seule différence entre l'ADN d'une cellule prokaryote et la cellule eucaryote, c'est tout simplement le code génétique qui change. Qu'est-ce qui fait la différence entre une mouche et un être humain ou une bactérie et un être humain? C'est le code génétique. C'est avec le code génétique de l'ADN, il va coder ce qu'on appelle entre guillemets coder, ça veut dire il va donner quoi comme protéine. C'est ça qui change entre un ADN de bactérie. Bon, bien sûr, vous avez aussi le mode d'assemblement, ça. En termes moléculaires, c'est la même chose. Alors maintenant, comment se multiplie? Vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle une fourche de réplication. La fourche de réplication, c'est lorsque un ADN décide de se répliquer et que vous allez avoir deux enzymes qui vont réagir de part et d'autre de le brin d'ADN. Ok, ce qu'on appelle la fourche de réplication. Moi, les fourches. C'est-à-dire que ça va se diviser en deux. Maintenant, chez les prokaryotes. Les prokaryotes, comment on a dit le premier cours, ça ne se réplique pas par mitose ou là par méiose. Elles vont se répliquer par scissiparité. Comment elle est par scissiparité? Ça veut dire tout simplement qu'elles vont se scinder en deux. Maintenant, au niveau de l'ADN, comment ça se passe? Tout simplement, j'ai ma bactérie qui est bien, elle est en train de, voilà, elle est en train de vivre le plus normalement du monde, elle va décider de se multiplier. Mais ça, elle va se multiplier. Mais le plus important, c'est de répliquer son ADN pour donner, parce que une molécule d'ADN la cellule mère ou une molécule d'ADN la cellule fille. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une fourche de réplication. La fourche de réplication, c'est ça. Sauf qu'elle va se passer des deux côtés. Ça veut dire, j'ai un point de réplication à partir duquel il y a des ADN polymérases qui vont partir des deux côtés. Donc, ça va se répliquer tout le long de l'ADN circulaire, parce qu'on a dit que l'ADN d'une bactérie, il est circulaire. Donc, ça va se répliquer tout au long. Ça veut dire que j'ai un point de réplication au début, où ça va partir des deux côtés du rond et vont se retrouver, la fourche de réplication, elle va se retrouver à la fin. Et ça va me donner deux molécules d'ADN, bien sûr, bicaténaires. Bicaténaire, ça veut dire à deux brins. Ah, ou de la bactérie, elle va diviser son cytoplasme avec Kulchi, quoi, comme les organes de Sawaha, et ça va me donner deux bactéries. C'est ça, une réplication par scissiparité. Une bactérie mère, elle va me donner deux bactéries filles. Et on avait dit, pour une E. coli, par exemple, le processus, il dure 20 minutes.
Voilà. Pourquoi? En fait, c'est pour ça que l'ADN d'une bactérie, il est aussi simple, entre guillemets. Il est aussi simple parce qu'elle va devoir se répliquer très rapidement. C'est pour ça que ça met que 20 minutes pour se multiplier. Alors maintenant, les mutations. On a dit que c'était un rappel. Un rappel de l'ADN. Je n'ai pas à vous expliquer toute la réplication d'un ADN d'une cellule eucaryote, hein. C'est bon, vous l'avez fait en deuxième année. Bon, à la Bible, vous êtes en train de lever les yeux parce que vous vous rappelez pas du tout de la deuxième année de Zakoum. Mais bon, il y a une haja qui se m'a réviser les cours de deuxième année. Alors, maintenant, on va voir les mutations. C'est quoi une mutation? Normalement, vous connaissez ce terme. Vous l'avez entendu un peu partout. Surtout en ce moment, avec la mutation de le virus. Donc, une mutation, c'est quoi? Une mutation, elle est définie comme une modification brutale, héréditaire. Alors, je pèse mes mots. Brutale, héréditaire, dans les séquences nucléotidiques d'un ADN et qui va donner un changement qui est permanent. D'accord? On va voir chaque terme, qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, la bactérie parentale non mutante, elle est dite sauvage. D'accord? Donc, j'ai ma bactérie. Par exemple, je prends l'exemple de la Covid et en ce moment, elle est à la mode. On va dire le premier virus, c'était un virus qu'on appelle sauvage. Ça veut dire qu'il fiche des mutations. Ensuite, au fur et à mesure qu'il s'est répliqué, il a muté. Donc, c'est ce qu'on appelle un virus muté. C'est la même chose pour une bactérie. Au début, c'est une bactérie parentale qui est sauvage, mais qui n'a aucune mutation. Au fur et à mesure, elle va acquérir, enfin, elle va muter, si vous voulez, et on appelle ça une bactérie mutante. Alors, c'est quoi les caractéristiques des mutations? Premièrement, la rareté. Alors, je reviens aux bactéries, hein. Les virus, c'est une autre histoire. Les virus, c'est pas du tout rare, les mutations. Chez une bactérie, les mutations, elles sont, heureusement, entre parenthèses, elles sont très rares. Donc, la probabilité d'avoir un mutant pour un caractère donné, la probabilité, elle est à 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 8. Ça veut dire quoi 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 8? Ça veut dire que la probabilité d'avoir un mutant, elle est de 1 sur une population de 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million, à 10 puissance 8, c'est 100 millions. Bon, oui, je pense que bref, d'avoir un mutant. C'est-à-dire qu'une population de 1 million de bactéries, la probabilité d'avoir une bactérie qui a muté Fustarado, c'est énorme quand même. 1 sur 1 million, c'est énorme comme probabilité. Sauf qu'il y a un tout petit problème. C'est que une bactérie, par exemple, quand je prends les maladies orphelines chez l'être humain, vous me dites la probabilité de telle maladie, elle est de 1 sur, une chance sur 1 million. Là, vous allez me dire, c'est rien, une chance sur 1 million. Elle dit, ça chez les humains, ça chez les bactéries. Lorsque vous dites qu'une bactérie, sachant qu'une bactérie se multiplie chaque 20 minutes, et une colonie de bactéries, c'est 1 million de bactéries. Enfin, une colonie qui apparaît, par exemple, une colonie, elle apparaît après 24 heures, hein. Donc, chaque 24 heures, il y a une production de 1 million de bactéries. Donc, la probabilité d'avoir un mutant, elle est plutôt quand même chouïa kaino par rapport à d'autres espèces animales. On va dire ça comme ça. Donc, le taux de mutation, c'est la probabilité d'avoir un mutant résistant dans une population bactérienne. Exemple 10 puissance moins 5 ou 10 puissance moins 6, etc. La probabilité d'avoir deux mutants résistants à deux antibiotiques, c'est le produit des probabilités de chaque mutation. J'ai pris l'exemple de la résistance aux antibiotiques parce que c'est l'exemple classique. Par exemple, j'ai une caverne tuberculeuse. C'est quoi une caverne tuberculeuse? C'est lorsque vous avez une infection tuberculeuse, la bactérie ce qu'on appelle une caverne à l'intérieur des poumons. La caverne tuberculeuse, c'est un trou à l'intérieur des poumons qui est très riche en bactéries, dans lequel la bactérie tuberculose, responsable de la tuberculose, elle est en train de se multiplier. Une caverne tuberculeuse, elle peut contenir jusqu'à 10 puissance 8 bacilles. C'est énorme, on est bien d'accord. Maintenant, les traitements de la tuberculose contiennent de la rifampicine et de l'isoniazide. Anna, je veux calculer, bon, c'est de la statistique, hein. Je veux calculer quelles sont mes chances d'avoir un mutant à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide. C'est tout simplement, c'est le produit des probabilités de chaque mutation. Pour
j'ai une chance sur 10 puissance 7 d'avoir un mutant résistant à la rifampicine. Et j'ai une chance sur 10 puissance 5 d'avoir un mutant résistant à l'isoniazide. Donc, la chance d'avoir les deux, c'est tout simplement 10 puissance moins 7 plus 10 puissance, enfin, fois 10 puissance moins 5, c'est 10 puissance moins 12. Donc, les chances pour moi d'avoir un bacille, une bactérie, fait la caverne tuberculeuse, qui est résistant à la fois à la rifampicine et à l'isoniazide, elle est de 10 puissance moins 12. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout simplement, dans les infections qui sont très graves, par exemple comme la tuberculose, et qui sont très chroniques, qui prennent beaucoup de temps pour être et diagnostiquées et traitées. Le traitement à la tuberculose, il peut prendre jusqu'à 6 mois. Anna, je ne vais pas m'amuser à lui donner un antibiotique pour lequel il risque d'y avoir des mutations, enfin, il va y avoir une résistance. Donc, le traitement à la tuberculose, il contient 4 molécules en même temps. Ça veut dire que la personne, le traitement Tara fait 4 molécules qu'elle va prendre pendant 4 mois, pardon, 2 mois, ou 2 molécules pendant 4 mois, je pense. Bon, bref, le traitement fait 6 mois. Pourquoi je fais de l'association d'antibiotiques? Pour tout simplement pour augmenter mes chances, parce qu'on avait dit c'est la probabilité d'avoir des mutants à tel ou tel antibiotique, c'est un produit, c'est le produit de probabilité de chaque mutation. Ça veut dire qu'on a ma chance pour avoir une bactérie qui est résistante aux 4 antibiotiques, c'est vraiment, elle est limite inexistante. Comme c'est-à-dire au fur et à mesure que la bactérie elle est en train de se multiplier, même s'il y a une mutation qui apparaît face à la rifampicine, j'ai encore l'isoniazide qui va réagir. Même si l'isoniazide est résistant, j'ai une autre molécule que je vais utiliser, etc. etc. Il y a 4 antibiotiques en même temps. C'est pour diminuer les risques de résistance aux antibiotiques. Donc, je suis sûre qu'à la fin de mon traitement, la personne, elle s'est débarrassée de sa tuberculose. Bon, bien sûr, maintenant, on a des... Bon, c'est le problème du 21e siècle, c'est la résistance aux antibiotiques. Ça va maintenant, mais ça commence à poser problème. Enfin, vous êtes en train de lire ça un peu partout. C'est un vrai problème de santé publique. Maintenant, on a des bactéries qui sont résistantes à tout, mais vraiment à tout. Alors, tu sais, le malade devant toi, mais il a une infection, une bactérie qui résiste à tous les antibiotiques du commerce. Donc, c'est ça le risque qu'on a actuellement. Alors, on a dit premièrement, la caractéristique des mutations, c'est la rareté. Deuxièmement, la spontanéité. C'est quoi une mutation spontanée? Ça veut dire que la bactérie mutante préexiste au sein de la population, avant même tout contact avec l'agent sélectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à ce que tout le monde dit, c'est pas parce que vous prenez un antibiotique que vous allez induire la résistance aux antibiotiques. Non. C'est ce que tout le monde dit. C'est parce que tu prends de l'antibiotique que tu as de la résistance. Ça veut dire que l'antibiotique, il va réagir sur la bactérie et il va la rendre résistante. Non, ça marche pas comme ça. Alors, en bactério, qu'est-ce qui se passe? Comme tu vois de la diapo, j'ai une population bactérienne. Ok. Fin de la bactérie, on a dit, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la tuberculose. J'ai une caverne tuberculeuse, les FIHA10 puissance 8 bactéries. La résistance à la rifampicine, la chance de résistance à la rifampicine, elle est de 10 puissance, une chance sur 10 puissance 6. Ça veut dire que je peux avoir une bactérie qui a muté et qui est résistante à la rifampicine. On est bien d'accord. Alors, je finis et je vous réponds. Alors, si j'ai fait la caverne tuberculeuse, une bactérie qui a muté. Elle a muté, c'est naturellement, elle a muté. Parce que, contrairement aux cellules eucaryotes, les bactéries, elles n'ont pas le système de réparation de l'ADN. Comme le cours génétique de deuxième année. Si vous vous rappelez, chez un être humain, lors de la multiplication des cellules, vous allez avoir ce qu'on appelle, s'il y a une erreur ou là, il y a tout un système de réparation de l'ADN. S'il y a une erreur je sais pas, de n'importe quoi, il va y avoir ici un système morhadik l'ADN polymérase, mais qui va venir réparer pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que chez un être humain, une mutation égale cancer. On est bien d'accord. Un cancer, c'est une mutation. Bref, enfin, entre autres. Hein. Mais bon.
Alors, par contre, chez les bactéries, la bactérie est tellement, entre guillemets, mzrouba pour se multiplier, elle n'a pas le temps de réparer son ADN. Donc, s'il y a une mutation qui apparaît, elle s'en fout. هي dit تكمل حياتها وصاي. Mais parfois, parfois, elle dit que la mutation qui arrive, c'est une résistance à tel ou tel antibiotique. Ou là, je vais avoir une bactérie qui ne savait pas utiliser du lactose, elle va apprendre à utiliser le lactose, ou la résistance aux antiseptiques, ou la une bactérie, tu vois, enfin, vous voyez, pardon, vous voyez, c'est des options qu'une bactérie peut acquérir de la mutation. Mais elle peut aussi avoir, par exemple, une bactérie qui pouvait utiliser du glucose, toute la mutation, elle va plus savoir comment utiliser le glucose. Et bien sûr, elle va mourir. ماشي les mutations c'est pas toujours bénéfique pour une bactérie. Les mutations يصراو غير هكذا. Donc ça peut soit être bien pour elle, soit être létal pour elle et elle va mourir. C'est voilà. Alors, je reviens à mon exemple. J'ai la caverne tuberculeuse, j'ai une bactérie résistante à la rifampicine. Alors, si je vais donner à le patient que de la rifampicine, qu'est-ce qui va se passer? Avec la rifampicine, il va la prendre, l'ingérer, elle va diffuser, elle va éliminer comme les bactéries qui sont sensibles à l'antibiotique qui est la rifampicine. Mais je vais avoir avec la bactérie parce qu'elle est résistante. Et qu'est-ce qui va se passer? La bactérie elle est toute seule dans une caverne, dans un poumon, en présence de sang, en présence d'oxygène. Que veut le peuple? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se multiplier. Elle va se multiplier. Et qu'est-ce que vous allez avoir à la fin? C'est une tuberculose avec à bactéries résistantes à la rifampicine. D'accord? C'est ça le principe de la résistance aux antibiotiques. Enfin, c'est un des principes. On va voir la suite. Mais c'est ça. Ça veut dire que la résistance aux antibiotiques, elle est induite. Pardon, elle n'est pas induite, elle est sélectionnée, pardon. Ça veut dire que Machi, parce que j'ai donné la rifampicine, que sera la mutation? Non, avec la bactérie mutée, elle était déjà présente. Donc, ce que j'ai fait, c'est je l'ai sélectionnée. Parce que si j'avais pas donné la rifampicine, avec la bactérie, les autres bactéries, elle va pas se multiplier d'une manière exagérée. Parce que là, il y si vous voulez, les nutriments, il y a tout. Donc, elle va pas se multiplier pour hadha. Même les autres, ils vont se multiplier. Donc, je vais pas avoir là toute une population résistante. Et c'est pour ça que dans le cas, on est obligé, avec la tuberculose, de donner plusieurs types d'antibiotiques. Je vous ai dit 4 antibiotiques. C'est-à-dire que même si j'ai donné de la rifampicine ou gardet les hadi, je vais en même temps donner l'isoniazide. Les hadi, elle n'est pas résistante à l'isoniazide. Donc à la fin, je vais avoir, je vais stériliser, si vous voulez, avec la caverne tuberculeuse. Voilà. Le problème aussi, non, quand mon patient, il prend juste de la rifampicine et il sélectionne sa bactérie résistante, et la bactérie, elle va se multiplier. Lorsqu'il va infecter les autres personnes, parce qu'on est bien d'accord que la tuberculose est une maladie qui est très contagieuse. Lorsqu'il va infecter les autres personnes autour de lui, il va infecter par quoi? Il va infecter avec la bactérie qui est résistante. Donc, je vais avoir un malade, d'emblée, il a une tuberculose, un Mycobacterium tuberculosis résistant à la rifampicine. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est le cas pour à peu près, c'est le principe pour tous les antibiotiques, les prises d'antibiotiques. Par exemple, je reprends un autre exemple, c'est les personnes qui prennent du clamoxyl. J'ai mal à la tête, je prends du clamoxyl. On connaît tous une personne hagda, j'ai une grippe, je prends du clamoxyl. J'ai mal, je sais pas, j'ai le nez qui coule, je prends du clamoxyl. Je connais une personne vraiment mal à la tête, je prends du clamoxyl. Elle prend un comprimé. Aïe, ça y est. Alors que le traitement antibiotique, on est bien d'accord, il a une durée qui est obligatoire. Ok. Si la personne, à chaque fois, elle prend du clamoxyl, alors elle va, si vous voulez, il y a une flore qui est présente à l'état normal. À chaque fois, elle va tuer sa flore qui est, entre guillemets, sensible. Et à un moment donné, si elle a une infection à partir de sa propre flore à une bactérie résistante, donc bon courage avec le clamoxyl, il ne va rien lui faire. D'accord? Elle va devoir monter de grade. Il faut l'augmenter. L'augmenter, il va rien faire. Ils vont passer au claforan. Claforan, il va, etc., etc. C'est ça le problème de la résistance aux antibiotiques. Alors, troisièmement, la stabilité.
Pardon, oui, personne n'a posé la question. On revient aux anciens antibiotiques. Alors, c'est quoi les anciens antibiotiques? Il n'y a pas d'anciens antibiotiques. Il y a pas, il y a des nouveaux antibiotiques dans l'espoir qu'ils marchent. Les anciens antibiotiques, c'est des antibiotiques qu'on utilise tous les jours. C'est de la pénicilline, c'est de l'amoxicilline. هادو هما les premiers antibiotiques. Donc, il n'y a pas d'anciens, plus anciens que ça, il n'y a pas, hein. Les nouveaux antibiotiques, c'est quoi? C'est les 4G, c'est les céphalosporines de quatrième génération. Ils parlent de céphalosporines de cinquième génération, ça va suivre, hein. La résistance aux antibiotiques, ça va suivre. Parce que, comme vous le savez, par exemple, moi, la pénicilline, en ce moment, elle sert vraiment absolument à rien. Donc, ils sont passés à Clamoxyl, presque ça sert à rien. L'augmentin bientôt, il servira plus à rien, etc. Donc, il n'y a pas d'anciens, on revient aux anciens antibiotiques. Ça, et les anciens antibiotiques, enfin, je veux dire. Parce que tout simplement, le problème qu'on a en Algérie, c'est l'utilisation anarchique des antibiotiques. N'importe qui trouve la pharmacie ou les Clamoxyl, alors que normalement, ça ne marche pas comme ça. Normalement, les antibiotiques, c'est sous prescription médicale. ماشي غير هيدا où tu prends des antibiotiques وتعرفوها كامل يدخل واحد si vous avez travaillé dans une pharmacie يدخل واحد يقول لك عطيني بواطة حمراء on ne sait même pas c'est quoi à quoi il sert quel traitement il y a des gens qui ont mal à la gorge غير هكذا alors que la plupart c'est des infections virales ils prennent des antibiotiques les gastro-entérites ils prennent des antibiotiques donc on finira jamais tant que ça n'a pas été réglementé ça ne finira jamais. Alors, je prends un pays comme moi, le Canada. Canada, Allah يسهل عليك pour avoir un antibiotique. Bon courage, parce que impossible. Et pour avoir un antibiotique, vous devez faire le prélèvement. On vous fait le prélèvement, l'analyse, l'antibiogramme. On vous prescrit l'antibiotique. Par exemple, si un patient il a une infection urinaire, يخليوه يسوفري حتى يخرج le résultat de l'infection urinaire. تاع le CBU يمدوا له l'antibiotique ما كانش تدخل la pharmacie et tu achètes. Bref, راني شيخة. Alors, on continue. La stabilité. Alors, c'est quoi la stabilité? C'est que dès qu'une mutation elle apparaît, elle est transmissible à la descendance. Ça veut dire que ça, il n'y a pas il y a pas de retour en arrière. Ça y est, la bactérie, elle a muté, c'est bon. Lorsqu'elle va se multiplier, la bactérie fille, elle va avoir de la mutation. D'accord? C'est la transmissibilité à la descendance. La loi du tout ou rien ou discontinu, c'est quoi? C'est il n'y a pas de gradation. La mutation, elle est brutale, elle n'est pas progressive. Ça veut dire que c'est une bactérie qui est chouïa résistante à la rifampicine. C'est ya imma tu es résistante et imma tu ne l'es pas. ما كاينش هذه تاع شوية بدات etc. C'est ou résistant ou pas. Ou elle dégrade le lactose ou elle ne le dégrade pas. ما كاينش un peu. Vous avez compris. Alors, نكملوا هذه on arrête. Alors, les types de mutations, quels sont les types de mutations? Soit vous avez une mutation ponctuelle, c'est un changement de une paire de bases. Ça veut dire quoi? Si vous vous rappelez, pardon, les bases azotées, les ATCG, c'est un code génétique. Soit j'ai un changement de une seule paire de bases, c'est-à-dire il va changer. Et on parle de transition lorsqu'une base purique est remplacée par une autre base purique ou pyrimidique par pyrimidique, et de transversion lorsqu'une base purique est remplacée par une base pyrimidique, etc. Donc les conséquences le type pardon, de mutation, c'est quoi? C'est soit la mutation, elle est silencieuse. Ça veut dire que même si l'ADN il a changé, mais la fonction de SAO n'a pas changé, c'est-à-dire par exemple, avec le morceau d'ADN qui a muté, à l'origine, il codait pour la production d'une lysine. Et à la fin, j'ai toujours une lysine. Ben, c'est pas grave, c'est bon. C'est une mutation silencieuse qui n'a aucune conséquence sur la bactérie. Ensuite, vous avez les mutations faux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si il a changé, par exemple, la protéine codée, elle a changé. Soit vous avez une fonction inchangée, ça veut dire que la protéine qui a été produite, elle a à peu près la même fonction que l'IBLH. Soit j'ai un gain de fonction, c'est-à-dire que la bactérie a gagné une option entre guillemets, soit une perte de fonction. Ok. Ensuite, vous avez les mutations non-sens. Les mutations non-sens, c'est les mutations qui vont vous donner un codon stop. Si vous vous rappelez les codons stop,
c'est les codons qui vont arrêter carrément les ribosomes lors de la transcription. C'est-à-dire que le ribosome il connaît la production de protéines et ça y est, avec le codon stop, ça va s'arrêter net. Donc c'est ça la mutation non sens. Et elle dit c'est obligatoire, il y a une perte de fonction. Il y a une perte de fonction pour la bactérie. Parce que vous allez la liser, vous allez lui enlever quelque chose. Voilà. Soit vous avez le changement de plusieurs paires de bases. Alors, qu'est-ce qui se passe c'est ce qui se passe pardon, lorsqu'il y a une addition par insertion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas, une paire de bases, elle va changer. Non, je vais rajouter carrément un morceau d'ADN à mon ADN. Alors, ça arrive, on va voir ça, c'est les transposants. Les transposants, c'est quoi? C'est des morceaux d'ADN qui vont s'insérer à l'intérieur de notre ADN. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'insérer que d'un côté du brin. Ça veut dire un brin ou l'autre. Mais chiffre les deux. Le chirurgien des il va se rajouter. Et on est d'accord qu'un brin d'ADN, c'est un code génétique. Ça veut dire que si vous décalez de 3 ou la بربعة ou la 20, je dis n'importe quoi, automatiquement le sens de le morceau d'ADN, il va changer. Le sens lors de la lecture, il va changer. Donc c'est ça l'addition par insertion. Vous allez décaler tout le cadre de lecture. Couchi, il va se décaler et ce qui va vous donner une mutation par insertion. C'est une mutation mais d'une seule paire de bases. C'est que bzaf, ils ont changé et dans ce cas-là, il y a la bactérie. Donc soit gain de fonction, soit carrément la protéine il n'y a plus aucun sens. Soit le morceau d'ADN qui a été rajouté par exemple, c'est de la résistance aux antibiotiques. Donc la bactérie, elle va commencer à coder pour une enzyme qui dégrade un antibiotique ou là, je sais pas, etc., etc. Donc c'est ça la mutation par addition. Maintenant, les sources de mutation. Les sources de mutation, c'est quoi? Les mutations, elles peuvent être naturelles, d'accord? Soit, on va commencer par les naturelles. Alors, non, on va commencer par les naturelles. Les mutations naturelles, ça veut dire que c'est une erreur de la bactérie elle-même. Donc, c'est soit l'incorporation d'une base incorrecte par l'ADN polymérase lors de la réplication. Donc, je recommence. Une mutation naturelle, ça veut dire, entre guillemets, la bactérie, voilà. Au cours de sa multiplication, il y a eu une erreur. Elle a fait une erreur. Enfin, c'est l'ADN polymérase qui a fait une erreur. Et puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas de système de réparation de l'ADN, il va y avoir une petite mutation qui va apparaître. C'est ce qu'on appelle une mutation naturelle. Ok. Soit liée au phénomène de tautomérisation. La tautomérisation, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une erreur, enfin un mésappariement de l'ADN polymérase. Mais bon, c'est pas important. Soit vous pouvez avoir ce qu'on appelle les mutations artificielles, qui sont provoquées par des agents mutagènes. Les agents mutagènes les plus connus, par exemple les agents mutagènes physiques, les UV, vous savez tous, on n'arrête pas de nous dire ça tout le temps à la télé, c'est il ne faut pas s'exposer au soleil, les UV peuvent être dangereux pour la santé, ils sont responsables de cancer de la peau. Alors, les UV, qu'est-ce qu'ils font? C'est exactement le même principe pour les bactéries. Les UV, le problème, c'est qu'ils réagissent directement sur l'ADN. Qu'est-ce qu'ils provoquent? Ils provoquent ce qu'on appelle la formation de dimères de thymine. Ça veut dire quoi? J'ai un morceau d'ADN normal, enfin bien sûr une bactérie, normal, l'ADN à un moment donné de l'ADN le code génétique a 2T qui se suivent. Ça peut arriver, c'est un code génétique. Si elle est exposée à des UV, qu'est-ce qui va se passer? Donc les UV, ils vont fixer les deux molécules. C'est ce qu'on appelle les dimères de thymine. C'est une réaction physico-chimique qui arrive. Sauf que le problème, c'est qu'au cours de la réplication, l'ADN polymérase, elle vient répliquer le brin d'ADN. L'ADN polymérase, elle ne reconnaît pas un dimère de thymine. Parce que si vous vous rappelez, l'ADN polymérase, elle marche par principe de complémentarité. Ça veut dire qu'elle est en train de multiplier. Lorsqu'elle reconnaît un T, elle va mettre un A. Lorsqu'elle reconnaît un A, elle va mettre un T, etc., etc. Elle est en train de multiplier. Que tout ça, le thymine, elle ne reconnaît pas. Elle va mettre n'importe quoi. Parce qu'on a dit, la bactérie, sa réplication. Donc, automatiquement, elle va juste remplir, si vous voulez. Elle va remplir, ça y est,
Donc, lorsqu'elle va remplir, elle va remplir n'importe quoi. Et c'est ça, Hawadi, la mutation. Parce que la prochaine réplication, par exemple, là, elle va mettre une cytosine. La prochaine réplication, oh, la cytosine en face les il va y avoir une guanine. Donc, la guanine, si vous comparez le brun avec le premier brun, ça n'a absolument rien à voir. Il y a eu une mutation. Et c'est ça le problème des agents mutagènes physiques. Et ça marche aussi pour les êtres humains. Les êtres humains, les UV, vous avez une mutation. La mutation va savoir faire ça. La bactérie, enfin, plutôt la cellule humaine, pardon, elle va muter. Réplication, cancer. Voilà. Bon, si la mutation sera c'est la faute à malchance. Voilà. Ensuite, vous avez les agents mutagènes chimiques. Alors, les agents mutagènes chimiques, c'est quoi? C'est tout ce que vous lisez, c'est donc les produits chimiques, les paquets de chips, les colorants qu'on connaît même pas c'est quoi, les limonades roses ou verts ou jaunes, ou on sait même pas c'est quoi, etc., etc. Comme l'alimentation, enfin, en ce moment, c'est des produits qu'on sait même pas à quoi ça sert. Mais bon. Et quand on appelle, parfois, on vous dit, Hado, c'est des agents mutagènes, c'est à éviter. Ou les produits cosmétiques, ou là, je sais pas. Alors, les agents mutagènes chimiques, par exemple, nous avons les analogues de base. Les analogues de base, comme le bromouracile, c'est un analogue de la thymine. Hada, le bromouracile, qu'est-ce qui se passe? S'il est en contact avec la bactérie, lors de la réplication, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, j'ai le morceau d'ADN AT. Lors de la réplication, puisque le bromouracile, c'est un analogue de la thymine, donc il va se fixer sur l'adénine. Et ça va vous causer une mutation par la suite. Parce que dès le moment où ça arrive le premier brin, à la prochaine réplication, ça va suivre. Avec le bromouracile, qui est un analogue de la thymine, il s'est fixé dans l'adénine. La prochaine réplication, l'ADN polymérase, elle ne le reconnaît pas. Du coup, elle va encore une fois mettre n'importe quoi. Dans le cas, elle a mis une guanine. Ok. Par la suite, etc. Ensuite, ça y est, on a presque fini. Les produits qui modifient chimiquement les bases, tels que les agents nitreux et les agents alkylants. Déjà le terme, les agents alkylants. Ce sont des agents qui provoquent des erreurs appariement, parce que tout simplement, elles vont se fixer sur les bases azotées. Et encore une fois, l'ADN polymérase qui fait ça, elle ne reconnaît pas avec la base azotée, elle va fixer n'importe quoi. Donc les agents alkylants, c'est des produits qui sont extrêmement mutagènes. Les agents intercalants, tels que l'acridine orange, elle est capable de s'intercaler entre deux paires. Alors, elle dit c'est pas un analogue. C'est tout simplement à l'intérieur de l'ADN. Elle va s'intégrer à l'intérieur de l'ADN. Sauf que l'ADN polymérase qui dit elle va trouver un vide. Le vide, elle va le remplir. Elle ne reconnaît pas l'acridine orange. Donc, elle va remplir avec le vide, avec tout ce qui lui passe par la main, et ça va vous donner une mutation. Alors, est-ce que vous avez compris? Bon, mutation biologique, c'est les éléments génétiques transposables qu'on a vus tout à l'heure. On va les voir en plus détaillé la prochaine fois. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est bon? Ok, alors je vous dis à dimanche, Allah, pour finir le cours à la génétique. Bon courage et bonne fin de semaine. Voilà.